Bienvenue sur Question Directe et merci d'être avec nous sur la TFM. Nous recevons aujourd'hui Ndeye Binta Diop. Ndeye Binta Diop est plus connue chez nous comme Binta Diop. Elle est la présidente de Femmes Action Solidarité Phase. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. 2014 a été une année aujourd'hui très perturbée en Afrique avec beaucoup de conflits. Si vous nous demandez de faire le bilan de la place des femmes dans ces conflits, que diriez-vous? Tout d'abord, c'est vraiment vous remercier parce que j'ai l'opportunité de de souhaiter une bonne et heureuse année aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui nous écoutent. 2014, comme vous le dites, nous pouvons faire le bilan qui est mitigé. Je dirais toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, comme on le voit. Nous avons pu résoudre pas mal de conflits, même avant 2014 en Afrique. Vous le savez, la guerre du Libéria, combien d'années? Plus de 10 ans d'années de guerre au niveau du Libéria. Nous avons pu, surtout avec l'aide de la CEDEAO, nous avons des ECOMOG, on se rappelle très bien, qui ont pu régler la guerre du Libéria. La Sierra Leone également, vous vous souviendrez de la crise qu'il y a eu dans la Manu River, qui a même failli faire basculer la Guinée. Nous avons également la guerre du Burundi, le conflit également de la RDC, donc des Grands Lacs. Donc ces deux pôles-là, nous avons pu trouver des solutions. Et c'est des solutions certainement africaines également, il faut le souligner. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres phénomènes qui sont par Boko Haram, par exemple, au niveau du Nigeria, ou même en Somalie, avec ce que nous avons comme des groupuscules, que sont certainement des extrêmes, moi je les appelle des extrémistes, des fondamentalistes, qui revendiquent, certes, par rapport à leurs droits, mais qui ne sont pas des islamistes comme ils le réclament. En tout cas, dans le bon sens, pas dans le bon sens du terme. Donc, en tant qu'envoyé spécial également de l'Union africaine, comme vous le savez, sur les questions de femmes, et paix et sécurité, j'ai eu à sillonner cette année 2014 les pays qui sont encore en conflit. Que ce soit la Somalie, le Sud-Soudan, le Soudan même, le Nigeria, surtout le nord du Nigeria, mais également la République centrafricaine. Donc tous ces pays qui ont émergé avec des phénomènes qui sont nouveaux, parce que comme vous le savez, les guerres traditionnelles que nous avons, c'était des guerres internes, c'était des guerres entre États qui ont défendu notre frontière. Mais ce qui se passe actuellement, c'est des guerres internes où nous voyons des groupes comme Boko Haram et d'autres, et où vraiment c'est des populations qui se soulèvent, mais qui utilisent soit la religion, soit l'ethnie, soit effectivement la religion pour faire des revendications, mais aussi en prenant en otage les populations. Donc 2014, c'est vrai, c'est une année d'espoir, mais également une année où nous devons nous remobiliser parce qu'on parle de développement de l'Afrique et vraiment l'Afrique va se développer, est en train de se développer, mais il faut régler un problème fondamental qui est la question des crises et des conflits en Afrique. Un pays comme le Nigeria qui est un géant d'Afrique, comme on dit, que Boko Haram aujourd'hui arrive à tenir tête à l'armée nigérienne, au gouvernement nigérien, est-ce que c'est l'échec justement du gouvernement nigérien à régler cette question? Parce que les filles qui ont été prises en otage, ça va bientôt faire plus d'une année qu'elles sont entre les mains de ces islamistes entre guillemets et n'arrivent pas à s'en sortir. Personne ne comprend. Vous savez, je suis allée au Nigeria au mois de décembre. Au mois de mai, les filles étaient kidnappées et tout le monde se disait que peut-être le Nigeria, qui est le géant de l'Afrique, qui est un gros producteur de pétrole, un des géants en termes économiques, même en termes militaires, et qui a vécu même en termes de santé Ebola, comme vous le savez. Donc le Nigeria, tout le monde s'attendait qu'il puisse maintenant résoudre le problème de Boko Haram et de faire revenir les filles. Vous savez, la campagne Bring Back Our Girls, je les ai même rencontrées, mais on se rend compte au bout de plusieurs mois, bientôt 8 mois, que les filles sont encore tenues en otage. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis déplacée avec une forte délégation pour rencontrer les mères qui attendent toujours que leurs filles soient de retour et également les filles qui ont pu échapper.
Parce qu'il y a eu des filles parmi les 200 et quelques, qui ont pu échapper à leur bourreau et qui sont là et à qui on a dénié certainement le droit à l'éducation. En tout cas, elles sont là, meurtries par ce qu'elles ont vécu. J'en ai rencontré et j'ai parlé avec elles, j'ai discuté avec elles et aussi avec le gouvernement du Nigeria pour dire, mais comment se fait-il que nous soyons là aujourd'hui au mois de décembre en train d'attendre? On a pensé que le Nigeria allait régler le problème. Ou encore la CEDEAO. J'ai rencontré ma sœur, la commissaire chargée du genre de la CEDEAO. On a eu à échanger, on était ensemble pour voir quelles solutions apporter, en tout cas en tant que femme, parce qu'il y avait une question fondamentale des femmes, parce que c'est des filles, et leurs mères également qui sont là, qui souffrent, et nous nous sommes préoccupés de leur sort, et qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, comme vous dites, le Nigeria aurait dû régler ce problème, mais nous savons également que c'est une question très difficile, parce que Boko Haram s'est infiltré dans la population. De la manière dont ils opèrent, c'est vraiment s'infiltrer, être ancré dans les communautés, et qu'on ne peut pas aller avec des militaires, aller les ressortir. Et en tout cas, c'est ce qui nous a été dit durant notre visite du Nord et aussi à Abuja. Maintenant, pourquoi les militaires qui sont là et aussi les renseignements, les services de renseignement du Nigeria n'ont pas pu faire le travail adéquat pour arriver à les trouver les chefs et pouvoir éliminer ce phénomène de Boko Haram? On se pose encore la question. Mais est-ce que ce n'est pas les conséquences de la déliquescence de l'État au Nigeria aujourd'hui? Bon, on se pose beaucoup de questions par rapport au Nigeria parce que, comme vous savez, des fois la politique domine dans ces questions. Parce qu'il y a les élections actuellement, nous ne voyons pas les efforts en tout cas de ramener ces filles, en tout cas sur cette question. Mais on nous a rassurés, en tout cas notre délégation, que l'État est en train de faire de son mieux en termes de renseignement en créant avec les États du Sahel ce mécanisme pour aller chercher et faire la coordination, parce que c'est ce qui manquait, mais également que les militaires pouvaient, à l'aide d'autres militaires du Sahel et même des étrangers, être renforcés pour aller dénicher donc Boko Haram. Nous avons certainement nous savons que le Lord Resistance Army, c'est l'armée de résistance qui se trouve en Ouganda, que tout le monde cherche jusqu'à maintenant à utiliser les mêmes méthodes pour aller trouver des filles dans les couvents. Il y a quelques années, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu trouver ces filles en retour. Donc, on se pose la question si les mêmes méthodes ne sont pas employées, que les filles soient mariées et qu'elles ne soient stigmatisées. Ça veut dire qu'elles ne sortiront pas un jour pour dire « je fais partie de ces filles-là », ou bien qui sont mariées et qui doivent avoir des enfants et qui se cachent, ou s'il n'y a pas encore des enfants, mais qui sont en état de grossesse et un jour auront des enfants pour ne pas regagner leur famille. Donc, on sait que ces phénomènes existent dans les guerres et nous savons que le corps de la femme est toujours utilisé, comme on dit, sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, par rapport à Boko Haram, il faut que le monde se réveille, il faut que l'Afrique se réveille, il faut que l'Union africaine, avec sa force qu'ils sont en train de mettre en œuvre, que cette force puisse se mobiliser et aider le Nigeria si le Nigeria ne peut pas régler le problème de Boko Haram. Aujourd'hui, si des forces comme Boko Haram sévissent un peu en Afrique, est-ce que ce n'est pas dit quelque part à la malgouvernance, à la mauvaise gestion des ressources des pays qui font qu'aujourd'hui certaines personnes se sentent marginalisées, prennent des armes ou bien se comportent comme de la sorte? Vous savez, je dis toujours que les causes de ces conflits, si on les étudie, il y va de mauvaise gouvernance. Le non-respect des droits des êtres humains, les droits de l'homme ou même les droits des femmes, la discrimination qu'on voit et surtout le partage, que ce soit le pouvoir économique ou le pouvoir politique. C'est ce qui se passe actuellement. Certainement, le Nigeria n'y échappe pas. Nous savons la manne pétrolière qu'il y a au niveau du Nigeria. Nous savons que ce partage n'est pas équitable. Quand vous allez au nord, vous voyez une grande discrimination. Au nord, nous avons des riches et des riches que vous ne pouvez pas, qui se déplacent en avion, des individus. Au nord et au Nigeria, au milieu,
Vous avez toutes des riches qui sont extrêmement riches et vous avez des pauvres qui sont extrêmement pauvres. Également au milieu, qu'est-ce qu'il vaut? Il y a certainement une classe qui a été abandonnée, aussi bien dans l'éducation, ce qu'on appelle cette sécurité humaine, qui n'est pas là, l'éducation, et c'est ce qui se passe. Nous avons les questions de santé, ce n'est pas seulement le Nigeria, il y a beaucoup de pays en Afrique où ces besoins de base, comme on dit, de basic, que sont l'éducation, que sont la santé, qui sont l'accès à la nourriture, comme on dit, que ces besoins-là, les États, nos États, ne sont pas là pour les fournir. Et ce qu'on se retrouve, c'est réellement des groupuscules comme Boko Haram et d'autres qui se réveillent et qui vont prendre les armes et qui, au nom de l'islam, ou bien au nom d'une ethnie, qui vont se mobiliser pour dire que nous voulons ceci, des revendications. Mais ce n'est pas des revendications tout à fait de ce qu'ils proclament que c'est l'islam. Les conflits, ce n'est pas seulement au Nigeria, il y en a aussi au Sud-Soudan, il y en a aussi dans d'autres pays, mais on a l'impression que ça se déroule complètement en vase clos. Ce qui se passe au Sud-Soudan aujourd'hui, c'est extraordinaire, mais on n'en entend pas parler souvent, la communauté internationale n'est pas très mobilisée et les femmes subissent beaucoup ces sorts. C'est sûr. Le Sud-Soudan, quand vous parlez de l'Union africaine, pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, avec le conflit du Sud-Soudan, parce que tout le monde a pensé que c'est le dernier né de l'Afrique, le Sud-Soudan, qui est né de la scission entre le Soudan et le Sud-Soudan. Et c'est le dernier né. Et personne ne pensait, avec la manne pétrolière du Sud-Soudan, que nous allions avoir un conflit du Sud-Soudan. Et maintenant, on voit les Nouers et les Dinka qui s'entretuent. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, et c'est l'Union africaine qui a décidé d'aller enquêter. D'habitude, c'est les Nations Unies qui enquêtent. Moi-même, je fais partie de cette commission d'enquête. Je ne pourrais pas vous dire des résultats que nous avons menés. Une commission dirigée par le président Obasanjo, moi-même. Il y a 2 juges, une Ghanéenne et un Burundais. Nous sommes 4, et un Ougandais, un professeur. Nous sommes 5 à aller, et depuis 6 mois, nous sommes en train d'enquêter. Je peux vous dire, c'est atroce ce qui se passe au Sud. Qu'est-ce que vous avez vu, madame? J'ai vu des cadavres, je peux vous dire. Moi-même, j'ai vu des cadavres. J'ai vu des qui ont été même, je ne peux même pas vous le décrire, laissés là avec les chiens. J'ai été témoin de cela. J'ai vu énormément. Notre rapport va le décrire. Je n'ai pas le droit de dire ce qui se passe et nos recommandations, mais nous avons remis à l'Union africaine notre rapport qui, le mois prochain, va être consulté par le Conseil de sécurité. Mais c'est une première en Afrique. L'Afrique n'a jamais été pour faire des enquêtes. C'est les Nations Unies qui ont toujours fait des enquêtes par rapport au génocide même du Rwanda, etc. On a fait notre enquête du Rwanda bien après. Mais pour la première fois, et les recommandations que nous faisons, nous pensons que l'Union africaine va l'appliquer. Vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe en Somalie, mais également pour la première fois dans l'histoire, vous savez qu'actuellement, la stabilisation de la Somalie, c'est grâce aux troupes de l'Union africaine. C'est la première fois que nous avons également pu stabiliser. La Somalie était à l'abandon. Les Américains, tout le monde est parti de Somalie parce qu'en disant la Somalie, c'est une guerre sans fin. C'est les troupes du Rwanda. J'ai été là-bas dans les tanks pour sortir de Amisom, qui est le maintien de la paix. Mais vous savez qu'Al-Shabaab est là-bas et terrorise le peuple. Mais nous avons pu faire reculer Al-Shabaab. Personne n'en parle. Vous avez tout à fait raison. L'Union africaine fait des choses qui ne sont pas connues. Parce que l'Union africaine ne parle pas. Réellement, il n'y a pas une bonne communication de ce qui se fait. Vous ne pouvez pas dire que le Sud-Soudan, nous sommes en train d'enquêter. Et peut-être qu'il y aura un tribunal que l'Afrique va mettre en place comme les tribunaux africains qui se mettent en place actuellement, au lieu que ce soit d'autres tribunaux internationaux qui vont juger. Il faudra le faire pour le Sud-Soudan et également pour d'autres pays. On va vers des tribunaux pour le Sud-Soudan pour juger ceux-là qui sont comptables de ces atrocités. C'est aux pays africains de le dire. Je ne pourrais pas vous... aujourd'hui même, je ne peux pas vous dire ce qui est sorti de nos rapports. Ce sera très bientôt, dans la mesure que la confidentialité me lie à ma mission de 6 mois que j'ai passée au Sud-Soudan.
Le Soudan, c'est un problème. Au Sénégal aussi, on a la Casamance. Depuis pratiquement plus de 38 ans, le conflit dure. C'est vrai qu'on vit en ce moment une accalmie, mais jusqu'à présent, le conflit n'est pas encore réglé, il est là, latent. Est-ce que les femmes que vous êtes, vous, jouez un rôle justement pour ramener la paix définitive en Casamance? Vous savez, le problème de la Casamance, comme on dit, c'est un problème casamancé ou entre Sénégalais. Et nous-mêmes, en tant que femmes, nous avons appuyé les femmes de Casamance, par exemple, la plateforme des femmes de Casamance. J'ai fait une mission de solidarité, même avant d'être l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine. J'étais en Casamance pour m'asseoir avec les femmes. J'ai été m'asseoir avec les femmes du bois sacré. J'ai été m'asseoir avec les femmes des associations féminines, les femmes dans les églises. J'ai passé plusieurs jours avec la représentante de la Banque mondiale ici à Dakar et d'autres associations, la plateforme des femmes du Sénégal, qui avait aussi veillé lors des élections ici au Sénégal. Quand on voyait que le Sénégal allait brûler, il y a eu des femmes qui se sont mobilisées également, qu'on oublie leur action actuellement, mais je les ai, nous avons été ensemble pour soutenir les femmes de Casamance. Et elles nous ont dit ce qu'elles attendaient de nous, ce qu'elles attendent de l'État, ce qu'elles attendent de la communauté internationale. Et nous pensons que nous devons continuer à les soutenir parce que c'est elles qui vont pouvoir sortir. Parce que nous nous sommes rendus compte également dans la situation de Casamance, qui est notre problème à nous, Sénégalais. Ce n'est pas un problème des Casamancés, c'est un problème sénégalo-sénégalais. Et nous devons nous-mêmes nous y impliquer, chacun de nous, de comprendre c'est quoi ce problème, de nous approprier ce problème et d'y apporter notre contribution, de nous faire nous-mêmes notre autocritique. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes fautifs quelque part par rapport au problème de la Casamance. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Quand je vais dans un pays en conflit, je demande toujours quelles sont les responsabilités. Et la plupart de ces partagées. Donc, on se dit comment nous devons nous mettre ensemble avec les femmes de Casamance, mais on se rend compte également pour résoudre ce problème, nous devons nous impliquer, mais les femmes de Casamance doivent être au milieu de la solution. Quand il y aura négociation, parce qu'il y en a actuellement, les femmes sont absentes. Mais pourtant, elles ont des valeurs ajoutées. C'est démontré. Nous savons que c'est elles qui ont été dans les bois sacrés même, hein, pour pouvoir donner la bénédiction pour que cette armée qui est dehors, de rebelles, puisse se préparer. Et on sait que très bien que tant qu'elles n'auront pas refait le même exercice, nous savons que cette rébellion ne va jamais quitter le maquis. Justement, on parle souvent de cette dimension culturelle de ce conflit, que sont les femmes qui ont autorisé les hommes à aller se battre. Elles nous l'ont dit. Et que c'est elles-mêmes qui doivent aller voir les hommes pour demander de sortir du bois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette dimension-là est prise en compte dans ce conflit pour que ces femmes-là qui avaient permis aux hommes d'aller se battre sur le terrain, de demander de revenir pour délier le serment? Tant que cette dimension culturelle, sociale n'est pas prise en compte, et la dimension même au-delà économique, si on parle seulement politique et de sécurité, nous n'allons jamais résoudre ce problème de Casamance. En tout cas, c'est l'avis que j'ai. Personnellement, après avoir visité la Casamance, écouté les unes et les autres, mais nous sommes en train de les soutenir. Nous avons fait, Femmes Afrique Solidarité a mené des missions, mais également de formation aux femmes qui sont là-bas ensemble pour qu'il y ait une cohésion, pour qu'elles aient un agenda commun, qu'elles sont prêtes à contribuer, elles sont prêtes à apporter, mais faudrait-il qu'on leur donne l'espace, qu'on leur ouvre les portes. Pourquoi elles ne sont pas impliquées dans les négociations? Mais vous savez, les négociations, il y a toujours en Afrique. Et c'est ça le problème. On nous dit, il y a la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui dit que les femmes doivent participer. C'est une résolution. On dit que les femmes, on doit les prévenir, on doit les protéger. Il y a les trois piliers, les trois P comme on dit. Protection, participation, prévention. Mais on se rend compte que pour la participation, il y a toujours ceux qui ont les armes qui sont autour d'une table. C'est eux qu'on invite. Vous avez un médiateur, et ce médiateur-là, on n'a pas de médiatrice pour le moment, c'est pourquoi on se bat pour avoir aussi des femmes médiatrices. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, les femmes seraient invitées. Parce que ce qui se passe, c'est que les hommes qui sont les médiateurs, ils facilitent, amènent, discutent avec le gouvernement, discutent avec le rebelle, mais ne discutent pas avec la population en tant que telle. Et c'est là où les femmes ont une valeur ajoutée. Vous savez, nous avons vécu l'expérience du Burundi.
C'est avec Mandela, d'abord avec Nyerere, mais ensuite avec Mandela. C'est les femmes qui, au bout, ont pu résoudre le problème. On croit que c'est la communauté internationale. Mais c'est le jour où les femmes se sont mobilisées et qui ont eu un agenda, que ce soit Hutu ou Tutsi, qui ont dit halt aux négociations même. Retournons chez nous, faisons la paix entre nous et partons vers des élections démocratiques. C'est les femmes qui, à un moment donné, ont dit halt. Et c'est ce qui s'est passé en RDC. Je suis sûr que d'autres voix plus autorisées que moi, qui sont au Sénégal, d'autres qui ont participé aux négociations de paix à Sun City avec la RDC, nous étions là-bas. C'est les femmes qui sont venues en masse pour dire on veut avoir la paix, signer l'accord de paix. Les premières femmes qui ont signé un accord de paix dans le monde, c'est les femmes du Libéria, à Okosombo, à Accra, avec les négociations de paix. Mais on ne les invite pas. C'est pourquoi d'ailleurs Mme Lima Bowie a eu le prix Nobel de la paix. C'était elle qui était derrière et il y en avait d'autres qui étaient devant, qui ont pu signer des négociations de paix. C'est le jour où on se rend compte, si on veut faire un bilan, que si nous regardons les accords de paix où les femmes ont été actrices principales, c'est ces accords de paix qui sont durables. Les autres, vous faites des accords de paix aujourd'hui, mais les hommes, ce qui les lie aujourd'hui de mille les délie. Quand les femmes sont présentes, ils sont liés à vie. Et c'est pourquoi l'importance que ces femmes apportent. Mais également, quand vous participez aux discussions, aux négociations de paix, vous voyez que ce qui importe aux hommes, c'est le pouvoir. C'est de dire quelles seront les positions que je vais occuper demain ou après-demain. Les femmes diront d'abord, qu'est-ce que la terre qui a été prise, comment nous allons faire pour cultiver, pour que nous ayons accès. Les femmes jouent un rôle important dans la paix. Mais madame aussi, madame Binta Diop, ce qu'on a constaté que les femmes paient aussi une lourde tribut dans les guerres. Mais il y a aussi la maladie Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest. On a constaté qu'en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, que les femmes paient une lourde tribut. Et souvent, on ne voit pas une implication justement très forte pour aider ces femmes-là qui sont des mères des enfants, qui sont les mères du monde. Pour ça c'est sûr. Nous savons la question de Ebola et je salue ici les autorités sénégalaises d'avoir stoppé Ebola au Sénégal et nous prions pour que ça continue, surtout notre chère compatriote et sœur et amie Eva Marie Kolsek, son expérience, son expertise. Le Sénégal a fait de son mieux comme le Nigeria, comme je l'ai dit tantôt, mais le Libéria paye un lourd tribut. Vous savez, nous-mêmes, en tant que femmes Afrique Solidarité, nous avions reconnu le travail qu'a fait Ellen Johnson Sirleaf. Nous lui avons décerné le prix Africa Gender Award. Nous soutenons les femmes de Manu River Women Peace Network, le réseau que nous avons facilité la création. Nous sommes en train de les soutenir dans la crise de Ebola. Vous savez, l'Union africaine actuellement, ce n'est pas sûr, a envoyé 500 cadres qui sont allés à la base, des travailleurs de la santé, sociaux, qui sont là pour être employés à la base. Parce que c'est nous les Africains qui, au bout, allons trouver des solutions dans Ebola. Ce n'est pas l'étranger. Ils viennent, ils peuvent nous appuyer techniquement, mais ce n'est pas eux qui sont face à face aux malades. Ce sera les Africains qui vont continuer à payer. Justement, le gouvernement guinéen a dénoncé aujourd'hui le fait que l'argent qui a été mobilisé pour combattre Ebola sert plus à payer des salaires de ceux-là qui interviennent, qui sont dans les hôtels, qu'au personnel réellement qui est sur le terrain. Exactement. Parce que la Guinée a reçu 60 milliards de francs CFA de la BAD, mais qu'il y a que 500 millions que le gouvernement guinéen a reçu. Le reste a été acheté en termes de pick-up, de payer des per diem par jour. Et c'est ça qui est dommage, comme on dit. C'est également les questions de conflit, c'est pareil. Quand on rencontre les femmes, elles nous disent toujours ce que la communauté internationale mobilise, ou même l'Union africaine. Parce que pour cette fois, pour Ebola, l'Union africaine a fait des efforts, y compris avec le soutien de nos secteurs privés. Vous savez, quelqu'un comme Dangote a donné des millions à l'Union africaine. Quelqu'un comme d'autres de l'Afrique du Sud, etc., ont mobilisé pour qu'on envoie des infirmières et des infirmiers dans ces 3 pays. Ils ont mobilisé pour aller directement à la base. Mais on sait très bien que dans les conflits ou autres, où il y a des mobilisations de fonds, la plupart du temps, ces fonds, avant d'accéder ou de toucher le fond et de toucher la base, c'est
utilisé par des perdièmes. Mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas des questions de leadership en Afrique, d'incapacité de régler les problèmes? On se pose la question. Je peux vous dire que la question de leadership, pour nous, c'est une question vous l'avez dit tout à l'heure, la question de gouvernance par rapport à nos États. Nous qui venons de la société civile, nous nous posons cette question tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les leaders de l'Afrique ne peuvent pas être unis? C'est vrai qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées par rapport à la vision qu'ils ont, le Népal, l'agriculture, les infrastructures. Il ne faut pas dénier ce qui a été fait, dénigrer. Mais l'action doit continuer, doit être soutenue. Nous devons voir, quand on dit qu'on doit mettre tant de pourcents dans l'agriculture, je ne vais pas nommer même des chiffres parce qu'on ne voit pas cela se matérialiser sur le terrain. Il faudrait créer cet environnement pour que les jeunes puissent bénéficier. Il y a l'intention, il y a la volonté politique. Il faudrait qu'on mette les mécanismes. L'action n'est pas, l'action réelle n'est pas là. C'est-à-dire la volonté est là, nos États disent nous voulons. Il y a tellement de documents où ils disent nous voulons. Ils mettent en place également, ils mettent des mécanismes pour dire que ces mécanismes vont être en charge, mais il y a toujours un quelque part qui fait que pour aboutir à ce que nos gouvernants veulent, on ne voit pas encore de résultats. Mais maintenant, nous pensons qu'ils sont conscients, nos États sont conscients en entier, parce qu'il y a aussi un éveil civique. C'est ça quand on voit ce qui s'est passé au Burkina Faso, quand on voit ce qui s'est passé ailleurs, il y a un réveil civique. Que si on bouge, je ne parle même pas de démocratie, etc. Non, ce que je dis, c'est que les gens vont en demander. S'il y a une discrimination, s'il y a effectivement le fait que les leaders ne répondent pas à ces besoins, les gens vont se mettre debout et vont demander. Donc il faut leur donner avant qu'ils demandent. Donc il faut distribuer la manne, quelle manne que ce soit, pétrolière, qui des fois, pour nous, quand on dit mais il y a un pays où il y a le pétrole, je dis mon Dieu, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que tous les pays que je visite, depuis 30 ans, peut-être qu'on ne me voit pas, et Dieu merci, au Sénégal, nous avons la paix. La Casamance, c'est vrai, mais encore, il y a la paix. Mais les pays que nous visitons, et qui sont tous les jours en conflit, et que c'est peut-être parce qu'il y a des ressources naturelles telles que le pétrole, l'or, le diamant, etc., et que c'est des sources de conflit. En tout cas, si ce n'est pas les sources, ça alimente ces conflits. Mais ma foi, quand on voit un pays qui émerge comme le Sénégal, il commence à avoir ses ressources, j'applaudis très bien, mais je dis, faisons attention, parce qu'on ne sait jamais. Regardons ce qui s'est passé ailleurs et faisons en sorte que le peuple bénéficie. Regardons les pays du Nord, par exemple, la Norvège. La Norvège, ils ont créé un fonds pour la génération future de leur pétrole. Ils ne consomment pas tout ce qui est en train d'émaner du pétrole. Parce que le pétrole, c'est bon aujourd'hui. Mais demain, peut-être, ça va tarir. Donc, il faudra voir comment ces ressources vont bénéficier aux populations d'abord et pouvoir voir comment développer, quand on parle de développement, et on a besoin de ce développement-là en Afrique. Mais, comme je dis, on s'est donné l'horizon 2063. Les 50 ans passés, c'était la décolonisation. C'était aussi renforcer nos indépendances. Il fait également de dire que l'Afrique est jeune, a une jeunesse énorme, a des femmes, a un potentiel, a des ressources. Tout le monde nous regarde. Et tout le monde, d'ailleurs, commence à prendre le terrain. Maintenant, c'est à nos jeunes, à nos femmes, à nos leaders de dire que nous avons des ressources humaines et financières. Et il faut mettre ces synergies-là pour faire développer notre continent. Et je pense que nos leaders sont conscients de cela. Madame Bintou Diop, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM pour parler du rôle des femmes en Afrique et dans le monde. Les femmes sont importantes, elles sont la moitié de nous-mêmes. Nous devons aller ensemble pour cheminer, pour faire sortir du continent africain de la misère. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup.